Justement, on va parler de Michel Barnier. Michel Barnier qui consulte pour former son gouvernement, pour composer sa majorité et notamment s'assurer du soutien de la droite et du centre. Et parmi les partis dont il doit s'assurer le soutien, il y a Horizon. Le président du groupe Horizon, Laurent Marcangeli, était notre invité il y a quelques minutes. On va l'écouter. Nous l'avons écouté, nous avons expliqué ce que nous pensons devoir faire pour le pays, pour éviter une crise, une paralysie, un blocage de nos institutions. Et nous allons nous réunir, vous le savez, demain à Reims, les sénateurs, les députés européens, mais également le bureau politique d'Horizon. Donc il doit vous convaincre, ce n'est pas acquis le soutien d'Horizon. Je ne veux pas faire de mystère au regard de mon parcours politique. Je suis plutôt proche de ce que peut faire Michel Barnier. Ce n'est pas une décision que je vais prendre seule, et c'est une décision que nous prendrons collectivement. Voilà Marcelo, on entend Laurent Marcangeli, qui est un des leaders d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Le soutien n'est pas complètement acquis à Michel Barnier. Il l'est pas complètement, mais c'est quand même quasiment fait, parce que on a beaucoup de réticences côté Renaissance ou côté Ensemble pour la République, c'est-à-dire les macronistes historiques. Là, quand même, on a Michel Barnier qui a été un ancien collaborateur d'Antoine Rufenacht, ex-maire du Havre, l'homme qui a mis le pied à l'étrier en politique à Édouard Philippe. Donc il y a une histoire, il y a un historique, il y a une proximité idéologique, on n'est quand même pas très loin. Donc pour l'instant, on est encore dans une phase de négociation. Alors c'est normal que dans une négociation, vous attendiez un petit peu avant de donner votre aval immédiatement, puisqu'il y a la question des places qui est en jeu. Mais globalement, on se dirige quand même vers une participation beaucoup moins problématique que pour les amis historiques d'Emmanuel Macron qui, eux, sont vraiment en plein dilemme stratégique. Oui, c'est compliqué déjà pour Édouard Philippe de composer au sein même de l'ancienne majorité présidentielle. Oui, bien sûr. Alors, il y a aussi un peu de rhétorique dans tout ça. C'est effectivement, les différents acteurs ont plutôt un sentiment à passer à l'opinion publique, qui est que c'est pas tout fait pour Emmanuel Macron, et voilà que. Il faut bien montrer à un moment donné qu'on négocie, qu'on a obtenu aussi. Il faut montrer à ses troupes qu'on a obtenu des postes, qu'on a obtenu des choses. Donc il faut un peu un climat d'une négociation qui montre que tout n'est pas fait d'avance, évidemment. Par contre, on voit que c'est quand même assez largement rhétorique, puisque on n'imagine pas les différents membres de l'ancienne majorité présidentielle, y compris Renaissance et y compris le cœur de cible du macronisme, défier Emmanuel Macron en refusant, au fond, de participer au gouvernement ou en montant la barre très haut dans des exigences. Donc voilà, on voit que quelque chose se passe, évidemment, en Macronie. Vous savez, en 2018, avec des collègues, on avait étudié le parti d'Emmanuel Macron. On a fait une grande étude sociologique sur les marcheurs. Et nos conclusions, c'était qu'on voyait les ferments possibles au fond, non pas de division, mais que les différents courants reviennent un jour à leur famille politique de départ. Et donc on revoit effectivement ça. Il y a des macronistes qui sont issus de la gauche, qui ont peur, au fond, que les républicains mettent trop la barre à droite sur les questions d'immigration, de sécurité, peut-être aussi sur les questions budgétaires. Donc voilà, mais on voit bien que le cœur du gouvernement, ça va être la charnière centrale des macronistes, des centristes et des républicains. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, Édouard Philippe, lui, n'a jamais vraiment cru au dépassement macroniste. Il a toujours dit, souvenez-vous, son premier journal télévisé, le jour où il est nommé à Matignon, il dit « Moi, je suis un homme de droite ». Il a toujours estimé, en gros, que, passé la parenthèse Emmanuel Macron, on reviendrait à un clivage gauche-droite, chacun reviendrait au bercail d'une certaine façon. Et là, ça s'illustre, puisque c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut comprendre l'interview au vitriol de l'ancien chef du gouvernement mardi dernier dans les colonnes sur le site internet du Point, dans lequel Édouard Philippe dit « Moi, je suis candidat à la présidentielle, et s'il y a une présidentielle anticipée, j'irai ». À ce moment-là, il tourne une page avec Emmanuel Macron, ce qui lui permet maintenant de rentrer dans une sorte de négociation directe avec Michel Barnier. La négociation ne se fait pas sur le quota macroniste, elle ne se fait pas via l'Élysée, elle se fait en tête-à-tête. Édouard Philippe, il était dimanche à Matignon, et donc Michel Barnier sera mercredi à Reims pour les journées parlementaires d'Horizon, le mouvement d'Édouard Philippe, et on voit bien que l'idée, c'est maintenant de rentrer des gens, de faire rentrer un certain nombre de
philippiste au gouvernement, ce ne sera pas Christophe Béchu, le ministre démissionnaire de la transition écologique, qui a déjà dit que lui retournait à Angers. Ça peut être par exemple un Frédéric Valtou, l'éphémère ministre à la Santé. Bref, il a un certain nombre de candidats dans sa besace. Donc des anciens ministres du gouvernement Attal qui pourraient rester dans le gouvernement Barnier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de donner aux Français l'impression d'une dissolution pour rien ? Ah oui, ça, optiquement, ce serait quand même très problématique d'avoir une équipe qui ressemble à la précédente. Donc Michel Barnier va devoir arrimer à lui un certain nombre de gens de la majorité sortante parce qu'il en aura besoin à l'Assemblée et au Parlement d'une façon générale. En revanche, il a besoin qu'en termes d'affichage, on ait l'impression qu'une nouvelle page se tourne. Donc il aura besoin de faire rentrer des personnalités qui ne sont pas trop identifiées comme étant des personnes incarnant la continuité avec le macronisme. Ouais, c'est du coup il est un peu dans un dilemme, Michel Barnier, à la fois s'assurer le soutien des macronistes ou ex-macronistes et en même temps montrer qu'une page s'est tournée et élargir son gouvernement. Je pense qu'effectivement, s'il prenait le risque vis-à-vis de l'opinion publique, de donner le sentiment qu'au fond, tout ça n'a servi à rien. Les législatives, au fond, avant les législatives, ont tourné autour de la même question. Est-ce que la majorité absolue pourrait être obtenue si les Républicains joignaient la majorité présidentielle de l'époque? On a le sentiment qu'on est revenu à ce point initial de départ. Donc effectivement, si l'image était renvoyée dans l'opinion, que les législatives n'ont servi à rien, qu'on retrouve des membres éminents de l'ancienne équipe dans le nouveau gouvernement, quoi que Michel Barnier puisse faire ou tente de faire, je pense qu'aux yeux de l'opinion, c'est cette image-là qui va s'imposer. Donc il me semble que s'il a envie d'incarner que quelque chose de nouveau se passe, il faudrait qu'il n'y ait aucun membre du précédent gouvernement qui se retrouve dans l'actuel gouvernement, pour une raison toute simple, c'est qu'aux yeux de l'opinion, quand on a perdu les élections, on n'a pas vocation à siéger au gouvernement. Et puis sans doute faire émerger des personnalités nouvelles, notamment issues des territoires, puisque le nouveau Premier ministre a indiqué à quel point cette dimension, lui, l'ancien élu savoyard, lui était chère et importante. Donc là, il a un coup à jouer là-dessus. Par contre, si effectivement la nouvelle équipe, c'est des têtes bien connues, des principaux partis politiques, avec des visages que l'on connaît tous, et avec des membres de l'ancien gouvernement, en termes de gestion de l'opinion publique, ça va être très très compliqué. Le sujet va se poser, il peut y avoir des frictions puisque le chef de l'État suggérera et a suggéré d'ores et déjà un certain nombre de noms, mais il y a surtout la question des postes, on va dire, le domaine réservé, armée, affaires étrangères, où là, Michel Barnier, s'il suit bien l'esprit des institutions, devra quand même laisser la main au chef de l'État. Si on a un Sébastien Lecornu, qui est en ce moment ce qui tient la corde aux armées, donc il conserverait son ministère. Qui conserverait son ministère. En tout cas, c'est ce qui tient la corde. Après, un remaniement, vous savez comment c'est un domino. Il suffit qu'on change une case et tout peut changer. Mais en tout cas, c'est ce qui tient la corde ce matin. Ça veut dire que dans ces cas-là, on peut se retrouver avec ce désagrément que vous pointiez, à savoir qu'on ait des éléments de continuité qui soient visibles et qui contraignent Michel Barnier à surjouer le fait que ce sera une rupture alors qu'il y aura des continuités, en tout cas dans le casting. D'autant si ces personnalités qui resteraient au gouvernement étaient par exemple issues auparavant des Républicains. Et donc ça donnerait effectivement le sentiment que d'une certaine manière, les Républicains dont les résultats aux élections depuis ces dernières années ont quand même été assez décevants pour eux, finalement réussissent un coup de poker absolument incroyable de revenir en force, d'occuper le poste à Matignon, d'occuper soit des Républicains, soit d'anciens Républicains, les principales fonctions au niveau du gouvernement. Je voudrais simplement rappeler que factuellement, le parti Les Républicains, en moyenne, au cours de toutes les dernières élections présidentielles 2022, législatives 2022, européennes 2024, législatives 2024, ils arrivent en 5e position et ils réunissent de l'ordre maximum de 2 millions de voix sur 49 millions d'électeurs. Donc voilà, le nouveau Premier ministre, il a quand même, aux yeux de l'opinion, à expliquer où on en est de ce point de vue-là. Oui, ça pourrait être les grands gagnants, les Républicains. Ils ont bien joué leur carte. Alors certains parlent de hold-up. C'est vrai que les chiffres que vous citez sont assez
assez significatif. Ça montre quand même quel va être le défi pour Michel Barnier. Il ne peut pas se contenter, dans ce contexte-là arithmétique, de ne faire qu'un gouvernement LR. Sinon, ça nourrira l'idée que ce gouvernement n'est pas représentatif, qu'il est issu de jeux d'appareils contre nature. En revanche, la difficulté, c'est comment il élargit. On vient d'en parler, c'est très difficile avec les macronistes parce que beaucoup de ministres sortants sont candidats à rester, mais si Michel Barnier les conserve, ça donnera l'impression qu'il n'a pas écouté le message des urnes. Et il a par ailleurs dit sur TF1 qu'il souhaitait aussi recruter, enrôler des gens à gauche. Or, pour l'instant, on a beau faire le tour, on ne trouve aucun candidat prêt à sauter le pas et à participer à un gouvernement Barnier. Donc, peut-être que par la force des choses, il va se retrouver, on va dire, sur ce périmètre, on va dire, LR, et dans ces cas-là, ça risque d'envoyer un message un petit peu de périmètre un peu restreint à l'opinion publique. C'est en ça qu'il me semble que sa roue de secours, de ce point de vue-là, pour gérer cette situation, c'est d'amener des visages nouveaux, et d'amener des visages nouveaux qui viennent de la vie politique locale. C'est-à-dire que s'il a cette énorme contrainte, et je pense qu'elle est là, cette énorme contrainte, je pense que c'est sa seule cartouche qu'il peut utiliser, qu'il y ait de nouveaux visages qui apparaissent, des nouvelles personnalités, des gens plus jeunes, voilà, qui donnent le sentiment vraiment d'être en cohérence. Quand il a dit eh bien, il y a de bonnes idées partout, qui soit en cohérence quand il dit il faut écouter les solutions pratiques qui viennent des territoires, et d'une certaine manière le message qui est qu'une page doit se tourner. Donc sinon, effectivement, malgré toutes les tentatives, et l'idée que, au fond, le suffrage universel n'a pas été respecté, est une idée qui peut, elle, prendre dans l'opinion. Je me demande si elle n'a pas déjà pris dans l'opinion. Dans l'opinion de la gauche, c'est fait, elle a déjà définitivement pris. Mais est-ce que ça ne peut pas faire tache d'huile ? Je rappelle que Michel Barnier, son CV européen prestigieux, hein, vraiment, on peut vraiment dire que c'est un des représentants de la France qui a eu le CV le plus prestigieux, ou parmi les CV les plus prestigieux au plan européen, mais c'est vrai que dans certaines parties de l'électorat, il y a le thème du déni de démocratie qui lui rappelle 2005, la question européenne déjà. Et s'il revient en disant aux Françaises et aux Français il faut faire des sacrifices parce que les contraintes européennes, ça peut nourrir cette espèce de bulle de mécontentement, de colère et de sentiment d'un déni de démocratie. Donc il faut qu'il fasse monter des personnalités un peu fraîches et nouvelles. Il peut avoir aussi un deuxième levier qui vient s'ajouter au fait d'aller chercher dans la société civile ou dans les élus locaux, c'est de faire un gouvernement resserré. Tous les chefs de gouvernement nous promettent un gouvernement resserré, et à chaque fois ça finit à 42, 43 ministres. Mais là, il aura peu de textes à faire passer. Il a peu de temps parce qu'il y a le budget à examiner dans très peu de jours. Il peut simplifier l'équation en disant je fais une équipe de 15 personnes, ça suffira, et on fonce. On va parler de la gauche, justement, hein, la gauche qui refuse, a priori, de rentrer dans le gouvernement Barnier. D'où cette question, Emmanuel Macron est-il parvenu à fracturer le nouveau Front populaire? Ce qui est sûr, c'est que l'épisode Cazeneuve a laissé beaucoup de traces. On va rembobiner un peu, pour ceux qui sont passés fin juin, du guet de Bello à Michel Barnier début septembre. On est fin août quand on apprend que l'Élysée a décidé de tester, c'est le terme à la mode, de tester le nom de Bernard Cazeneuve à Matignon. L'ancien Premier ministre est reçu lundi dernier, lundi 2 septembre, à l'Élysée. Entretien d'1h15 pendant lequel il aurait indiqué son intention de remettre sur la table la réforme des retraites. Quand il sort de l'Élysée, Bernard Cazeneuve discute avec quasiment tout le monde, sauf les grands barons du Parti socialiste. Aucun échange avec Olivier Faure, aucun échange non plus avec Boris Vallaud ou Patrick Kanner, patron des socialistes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pourtant, Oriane, la seule condition à laquelle l'hypothèse Cazeneuve aurait pu tenir la route, c'est en cas d'absence d'une censure des socialistes lors du vote d'une motion à l'Assemblée nationale. Ça aurait peut-être mérité quelques coups de fil en amont. Et si on continue à refaire le film, quelques heures plus tard, l'hypothèse était enterrée. Oui, le Bureau national, c'est tous les chefs à plume du parti. Le Bureau national se réunit quelques heures après la réunion Macron-Cazeneuve. Rendez-vous est pris mardi, toujours la semaine dernière, 18h30. La plupart des responsables se connectent en visio pour discuter de l'hypothèse Cazeneuve. Par 38 voix
voix contre 33. Il décide de rejeter un amendement prévoyant la chose suivante. On va voir la phrase. Le PS ne censurera pas a priori un gouvernement de cohabitation mené par Bernard Cazeneuve, Premier ministre, partant du programme du NFP et dans le cadre du Front républicain. Cet amendement, déposé par les courants minoritaires du parti, a donc été rejeté en bureau national. Ce qui ne voulait pas dire que le Parti socialiste censurait automatiquement le gouvernement Cazeneuve. Non, en effet, Oriane, non, mais on a quand même connu des soutiens plus francs, surtout à l'égard d'un ancien camarade. On rappelle que Bernard Cazeneuve a quitté le PS en 2022 pour s'opposer à l'accord passé avec la France insoumise, une formation politique dont j'ai eu à subir la violence. C'est ainsi qu'il présentait les choses. À l'époque, la question est de savoir si Emmanuel Macron avait vraiment envie de nommer Bernard Cazeneuve à Matignon. Réponse de François Hollande, c'était ce lundi sur France Inter. Emmanuel Macron ne voulait pas, en tout cas c'était pour lui la dernière des hypothèses, nommer Bernard Cazeneuve, mais que la direction, je dis bien la direction du Parti socialiste, lui a donné le prétexte pour justement ne pas le nommer. Une déclaration dont se délecte Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, sur X. L'ancien candidat à la présidentielle parle d'aveu de François Hollande. Retour à la case double langage, tromperie, jeu d'appareil politicien. Une chose est sûre, Jean-Luc Mélenchon n'avait aucune envie de voir Bernard Cazeneuve à Matignon. Marcelo, vous qui savez tout des coulisses, est-ce que François Hollande, quand il dit Emmanuel Macron n'avait pas envie de nommer Bernard Cazeneuve à Matignon, il dit vrai? Il ne voulait pas d'un Premier ministre de gauche? J'ai plutôt tendance à acheter cette hypothèse-là. Pourquoi ? Parce que, au fond, Emmanuel Macron ne voulait pas que le nouveau gouvernement détricote sa politique économique et sociale. Or, Bernard Cazeneuve souhaitait revenir immédiatement sur la question des retraites, qui était un point central, qui est la mesure phare, on va dire, du second quinquennat Macron. Donc ça ne pouvait pas aller. Et Bernard Cazeneuve était tout à fait convaincu que si le chef de l'État le nommait à Matignon, c'est qu'il n'aurait pas eu d'autre choix. Il le savait très bien. Donc, effectivement, le Parti socialiste, dans ce bureau national un peu épique, qui finalement donne raison à la partie qui veut rester dans l'attelage avec LFI, offre cette porte de sortie au chef de l'État. Le chef de l'État, à un moment, avait plutôt envisagé de nommer Bernard Cazeneuve ministre d'État dans un gouvernement qui aurait été chapeauté par le patron du CESE, M. Baudet. Donc il voulait bien l'enrôler, mais il a refusé. Bernard Cazeneuve aurait refusé visiblement l'hypothèse. Alors, Bernard Cazeneuve, en fait, a été contacté au moment où par Emmanuel Macron, le jour où Michel Barnier a été désigné. Quelques heures avant, le chef de l'État a appelé. Bernard Cazeneuve était dans le TGV, il allait à Aix-en-Provence donner des cours. Et Bernard Cazeneuve a tout de suite refusé. Ancien Premier ministre, il ne pouvait pas accepter, et on le comprend, d'être ministre d'État sous la tutelle, en l'occurrence de Michel Barnier, mais l'hypothèse avait déjà été travaillée pour un Premier ministre s'appelant M. Baudet. On a vu que du coup, cette période, elle recrée des tensions au sein du nouveau Front populaire. Steve parlait de cette passe d'armes entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'Emmanuel Macron réussit à refracturer la gauche qui s'était unie aux législatives ? Les prochains épisodes vont nous le dire. On voit qu'il y a quelque chose, effectivement. L'enquête qu'on a réalisée au CEVIPOF avec Ipsos, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et Montaigne, l'Institut Montaigne, montre des choses assez intéressantes de ce point de vue-là. On a testé les préférences de différents scénarios de coalition de gouvernement. Et on voit que quand on regarde sur les sympathisants socialistes, mais même sur les sympathisants écologistes, et dans une moindre mesure sur les sympathisants communistes, l'hypothèse d'un gouvernement ensemble plus la gauche sans la France insoumise était assez largement soutenue par les sympathisants socialistes. On avait plus de 40% des sympathisants socialistes qui disaient oui, c'est une solution possible et souhaitable. Voilà, souhaitable et possible. Donc on voit effectivement que dans l'électorat du centre-gauche, entre le bon résultat de Raphaël Glucksmann aux européennes, toute la séquence qui vient de se traverser, il y a effectivement cette grande question qui est en train de se nouer, qui est la stratégie par rapport à la présidentielle de 2027, avec la question de fond, soutenir Jean-Luc Mélenchon candidat unique ou avoir son propre candidat. Olivier Faure a pris soin récemment d'envoyer le message en disant si le nouveau Front populaire, ça fonctionne comme fonctionnait la NUPES, sans coordination, avec du Mélenchon qui fait des déclarations sans avoir concerté avant avec ses partenaires, on aura notre candidat
à l'élection présidentielle et Olivier Faure pense très fort à lui-même. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se jouer, au-delà de toute considération stratégique. Et est-ce que le Parti socialiste a enclenché, grâce aux élections européennes, quelque chose qui lui laisse envisager de redevenir le partenaire le plus important à gauche, l'épine dorsale. C'est le rêve de François Hollande, fondamentalement. Donc on voit qu'Emmanuel Macron, il contribue un petit peu à ça, parce qu'effectivement, d'avoir autant brouillé les pistes, d'avoir autant hésité sur Bernard Cazeneuve, ça a fait phosphorer à l'intérieur du Parti socialiste, et il y a des membres des instances dirigeantes du Parti socialiste qui sans doute attendaient la nomination de Bernard Cazeneuve aussi comme un moyen, parce qu'au moment où Jean-Luc Mélenchon dit « allez, banco, sans les insoumis », pour défier un peu Emmanuel Macron, mais il y a beaucoup de socialistes qui disent « ah oui, très bien, on y va », et peut-être que beaucoup de socialistes vivaient ça aussi comme « on verra bien, chemin faisant, si on arrive à envoyer le message à Jean-Luc Mélenchon, que finalement on y arrive sans lui ». Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé, et on voit effectivement toute cette incroyable aventure de l'hypothèse de Bernard Cazeneuve avec une sorte de gigantesque partie de poker menteur. Je rebondis sur un point qui a été dit tout à l'heure. En même temps, je suis un peu désespéré de voir une vie politique française où une personnalité peut dire « ah ben moi j'ai été Premier ministre, donc je ne redescends pas en deuxième division ». Mais c'est fou, quoi. C'est absolument fou. Il y a le contre-exemple de François Hollande aussi. Ou de Jean-Marc Ayrault, voilà, de Laurent Fabius, on a connu des... Voilà, ce sont de grands républicains, oui. Je ne peux pas croire dans cette idée. Ils ont évidemment le bien public en tête. Est-ce qu'il y a une volonté chez Emmanuel Macron, Marcelo, de fracturer cette gauche et de fracturer ce nouveau Front populaire ? Il y a une volonté, effectivement, d'essayer de dissocier, de disloquer le Parti socialiste de LFI, à la fois pour casser la dynamique NFP qui était ex-NUPES. C'est d'ailleurs le pari stratégique raté de la dissolution. Le chef de l'État se disait qu'après des européennes qui avaient été sanglantes entre PS et LFI, ces deux forces-là ne pourraient pas retravailler ensemble dans un temps record et que ça allait profiter à la Macronie. Ça n'a pas été le cas. Les logiques d'appareil, les logiques électoralistes ont été beaucoup plus fortes. Donc il aurait aimé cette dislocation, ne serait-ce que pour créer un périmètre dans lequel on aurait eu de la droite, du centre et une gauche social-démocrate. Ça n'a pas fonctionné. Ça s'est joué à peu. On vient de le rappeler, Bureau national, il y a 3-4 voix qui ont joué. C'est beaucoup des députés, parce que les députés ont besoin de l'accord électoral avec LFI. C'est moins le cas ici au Sénat, où quand vous interrogez des socialistes, il y a beaucoup plus de soutien à Bernard Cazeneuve et beaucoup plus de critiques ouvertes à LFI, envers LFI. Donc c'est quelque chose qui peut néanmoins avoir des secousses dans les prochains mois. Que va faire Raphaël Glucksmann ? Pour l'instant, il est silencieux. Peut-être il prépare un événement pour le 5 octobre. Peut-être prendra-t-il la parole et décidera-t-il de jouer un rôle. Que fera Bernard Cazeneuve ? Est-ce qu'il va continuer son activité d'avocat d'affaires et revenir à une vie normale ? Ou est-ce qu'il va considérer que désormais, il a un rôle à jouer ? Ça changera peut-être aussi la donne. Un mot sur le Rassemblement national, dont on a beaucoup dit ces derniers jours qu'il avait un rôle d'arbitre. Est-ce que c'est réellement le cas, Bruno Cotresse ? Oui, de facto, oui, puisque effectivement, si le Rassemblement national s'abstient sur un certain nombre de votes où le gouvernement est obligé d'aller au 49-3, effectivement, ça devient un acteur extrêmement stratégique. Mais je pense que les trois blocs dans la situation du Parlement ont une capacité de nuisance importante. C'est le résultat de la composition de la nouvelle Assemblée, mais oui, bien sûr, le Rassemblement national est en position plutôt assez stratégique. Pour le moment, ils jouent après une campagne d'entre-deux tours qui était tellement difficile pour eux, c'est-à-dire à la fois les candidats qui sont apparus, dont certains d'entre eux avaient tenu des propos racistes, etc., ou homophobes. Donc une situation difficile. Mais aux yeux de l'opinion, toujours dans l'enquête que nous avons réalisée, après coup, après le résultat des élections législatives, on a quand même 35% des personnes qu'on a interrogées qui disent la coalition la plus légitime pour gouverner c'eût été le Rassemblement national et ses alliés. Est-ce que du coup, Emmanuel Macron, Marcelo, il se retrouve pieds et poings liés avec Marine Le Pen ? Il va devoir composer avec le Rassemblement national, c'est sûr. D'ailleurs, c'est ce qui a coûté son poste à Xavier Bertrand. Quand le Rassemblement national a dit « on censurera immédiatement », l'hypothèse Bertrand est tombée dans la minute. Et en ce moment, l'hypothèse Barnier, elle, a surnagé, réapparu plus exactement à ce moment-là, parce que le Rassemblement national a laissé planer... Certains ont parlé de deal, c'est pas encore complètement établi. A laissé planer l'idée d'une bienveillance, au moins au début.
Donc effectivement, le Rassemblement national va tout faire pour faire sauter à la corde le chef de l'État, si vous me permettez l'expression. Après, attention, le Rassemblement national ne peut faire tomber le gouvernement que si la gauche s'associe en même temps à une censure à l'Assemblée nationale. Donc la gauche va aussi se poser la question de savoir ce qu'elle fait. Notamment le 31 octobre, niche parlementaire, donc journée où le Rassemblement national aura la main sur l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Il y a la question de l'abrogation des retraites, du projet de loi sur les retraites qui est posée. La gauche s'y associera-t-elle? Donc c'est vraiment maintenant pas seulement le Rassemblement national, mais c'est le jeu combiné du Rassemblement national et de la gauche qui va être déterminant dans l'avenir du gouvernement Barnier. Avec un risque pour le Rassemblement national d'apparaître comme comptable du bilan de Michel Barnier. C'est un reproche qui commence à être fait notamment par Fabien Roussel ce matin. Je ne suis pas sûr qu'aux yeux de son électorat, ça soit vécu comme ça. Je ne suis pas étonné que Fabien Roussel le prenne comme ça, mais aux yeux de son électorat, non, son électorat est toujours... Je pense que le Rassemblement national est pour le moment cohérent dans sa stratégie. Ils veulent montrer qu'ils respectent, ils donnent sa chance d'une certaine manière à Michel Barnier de répondre à leurs attentes. Donc ils continuent leur positionnement assez stratégique. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.